Je tiens à vous remercier pour cette invitation et sachant que ce n'est pas la première fois que je me suis retrouvé ici avec vous. Mais chaque fois que j'ai l'occasion, c'est une joie immense. Parce qu'en fait, c'est un privilège qui nous est accordé par la grâce de Dieu de parler en son nom. Mais c'est un privilège aussi qui est accordé de pouvoir transmettre le message de santé. Tel est le cas de ce que nous allons faire ce soir. Ce soir, nous sommes dans la continuité de la semaine de santé qui a commencé depuis hier. Pour d'autres églises, elle s'est terminée hier. Mais l'important, c'est que nous sommes sur notre deuxième message. Et ce message, ce sont les facteurs de longévité. Ce que je tiens à vous dire, c'est que chaque élément qui seront présentés sont extrêmement importants. Vous allez le voir au fur et à mesure, c'est vrai, revoir et peut-être redécouvrir, mais surtout l'important, c'est de faire l'effort de changer, de modifier et de permettre à ce que votre corps, votre mental et votre spiritualité s'en trouvent ainsi agrandis. Mais vous m'entendez bien? Ça va? OK. Donc, les facteurs de longévité. Alors, on va voir ce soir qu'est-ce qui va déterminer une bonne santé. Il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi des éléments qui peuvent intervenir et s'entrechoquer pour bloquer justement ce qui va être un élément pour apporter une bonne santé. Mais l'objectif, c'est de prendre conscience de ce qui est mauvais pour changer tout cela. Mais justement, il y a un message qui est sur le changement que nous verrons aussi, je le souhaite, peut-être vendredi soir. La chose, c'est comment faire pour que ces facteurs de bonne santé nous soient totalement attribués. Alors, nous allons partir sur 4 grandes études. Première étude, c'est celle qui est sur la prévention sur le cancer qui a été faite sur 1 million de personnes, donc sur plus de 6 ans. Ensuite, deuxième étude sur celui du comté d'Alameda, sur les pratiques de santé, près de 7000 personnes, étudiées sur plus de 9 ans. Les deux autres, c'est de ce côté? OK. Les deux autres sur la santé des Californiens, et naturellement sur plus de 34 000 personnes, étudiées sur plus de 12 ans. Toutes ces études ont été faites de manière à pouvoir bien prendre conscience que ce n'est pas sur simplement quelques semaines, quelques mois ou 1 ou 2 années, mais sur plusieurs années, pour bien peser l'intérêt et l'importance que cela devrait nous conduire dans un changement de style de vie. Et l'objectif prioritaire qu'on voit au niveau de Santé Healthy, c'est un consensus des autorités des agences de santé aux États-Unis qui se sont intéressés et dont nous avons pris aussi des éléments pour bien montrer que ce n'est pas quelque chose qui est sorti comme ça de chapeau ou d'une envie, mais tout simplement réellement sur des études scientifiques. C'est de ce côté, je dois pointer? Freddy, de ce côté, je pointe? C'est de ce côté vers toi. D'accord, très bien. Là, sur Netflix, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent Netflix, mais Netflix peut être très intéressant. Et notamment dans ce cas, il y a donc une émission, Live to 100. Ce sont les secrets des zones bleues. Et cela fait quoi? En fait, c'est un documentaire de Netflix qui présente certains des adventistes de Loma Linda qui se retrouvent à avoir une espérance de vie assez importante. Et ces personnes aussi de Loma Linda travaillent. Quand on voit un peu dans le contexte, on va dire européen, quand on est à 60 ans, 65 ans, on se sent extrêmement fatigué et plus utile. C'est à ce moment que ces personnes deviennent utiles. Donc, une espérance de vie. Et vous pouvez aller donc sur Netflix et voir justement ce documentaire. C'est la mini-série Live to 100, comprend donc une discussion sur les principes de santé de l'Église adventiste. Et notamment, ceci s'est fait depuis le 6 septembre 2023. Donc, vous pouvez aller et regarder et de pouvoir un peu vous rendre compte de tout ce qui se fait et aussi du message, de l'intérêt et de la puissance du message de santé adventiste. Soyons fiers.
Soyons fiers. Et je vous disais, lorsque le président Barack Obama était président, ce dernier avait fait appel à l'Église adventiste, donc au message de santé adventiste, pour l'inclure dans son message de santé gouvernementale. Eh oui, ce n'est pas rien. Ce dernier aussi se faisait soigner parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans un colloque et il se retrouvait ce jour-là présent dans un hôpital adventiste pour se faire suivre pour sa santé. Amen. Mes amis, il y a de grandes choses qui se font. Il nous faut voyager pour nous rendre compte qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons un message de santé extrêmement puissant. Alors, nous allons voir les 7 pratiques pour vivre en bonne santé et pour vivre longtemps. C'est vrai, il faut le dire, pour vivre longtemps, mais en bonne santé. Le but n'est pas de se retrouver comme actuellement le système de santé fait, médicament sur médicament, on a un problème cardiaque, un problème de déficience, on va donner des médicaments et des médicaments pour qu'un individu puisse tenir, mais on a une somme de traitements tellement important qu'un individu va avoir une longévité, mais tout cassé, tout difficile. Mais l'objectif qui se passe ici pour nous ce soir, c'est de voir comment on peut améliorer son état de santé et voir avec le médecin pour diminuer, puisque vous allez améliorer votre santé, il y aura certainement des traitements qui vont devoir diminuer et d'autres qui vont devoir s'arrêter. Mais pour cela, il va falloir pratiquer ce qui vous est donné ce soir. Alors, le premier, c'est se reposer adéquatement. Le repos est un élément essentiel. Je ne reviendrai pas dessus, mes amis. Celui qui ne se repose pas se met en difficulté au niveau psychique, au niveau de la précision, mais aussi au niveau de son espérance de vie. Il diminue son espérance de vie. Ensuite, deuxième élément, il faut faire régulièrement de l'exercice physique. Tout à l'heure, nous allons un peu développer ces éléments. L'exercice physique est un facteur extrêmement important. Mais nous allons voir qu'il y a un autre encore qui est rattaché à l'exercice physique qui est tout aussi important. Choisir les bonnes graisses. Attention, nous sommes dans une population, nous avons mangé et que des fois ça puisse couler un petit peu sur les lèvres. Mais quelle graisse? Pour quel état de santé? Pour quelle artère? Ensuite, consommer plus de pain comment? Et de céréales complètes, à cause des éléments qui sont enrichis, que nous connaissons, les éléments fibreux. Nous continuons. Maintenez un poids idéal pour une bonne santé. En fait, il faut aussi comprendre que le poids est un facteur de bonne santé ou de mauvaise santé. Consommer plus d'aliments donc issus des végétaux pour ces éléments, parce que c'est du vivant. Il nous faut réapprendre à manger ce qui est vivant. Et ce qui est vivant, c'est ce qui est sain aussi. Et en dernier lieu, ne soyez pas dépendants du tabac et de l'alcool, des drogues illicites ou encore de certaines boissons. OK. Alors, nous allons nous jeter maintenant à l'eau. Et ensuite, nous allons nous rendre compte qu'il y a 3 pratiques aussi pour vivre longtemps, à savoir boire 1,5 litre d'eau par jour. En plus, nous sommes dans un pays chaud. 1,5 litre devrait être une chose logique, surtout dans le contexte actuel auquel nous nous retrouvons, hein, parce qu'il fait extrêmement chaud et nous devons nous hydrater afin d'éviter les troubles de santé liés à une déshydratation, tels que les problèmes au niveau des reins, au niveau aussi cardiaque, au niveau aussi de l'hypertension, parce que celui qui ne boit pas suffisamment va avoir une tension qui va grimper. Mais je voulais juste faire un petit ricochet sur la notion de l'eau pour vous dire aussi, il y a certaines eaux que nous avons en Guadeloupe qui sont salées. Et ces eaux, quand nous allons les boire ou en boire dedans, sans même consommer des éléments salés dans l'alimentation, ces eaux-là vont augmenter notre tension. On n'en parle pas, parce que l'eau est un élément tellement important dans notre île, sur notre île et dans le monde, mais il y a certaines eaux qui sont vendues, mes amis, qui sont extrêmement salées et facteurs d'augmenter la tension. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas donner de nom, parce que je veux rentrer à la maison et ressortir. OK? Lisez, et vous allez vous rendre compte sur
Sur la bouteille, le sodium natrémie, ce sont comme ça qu'on l'appelle, c'est le sel, contenu, et vous allez vous en rendre compte par vous-même, et comparer avec d'autres bouteilles d'eau, et vous allez vous rendre compte le taux salé qu'il puisse y avoir dans justement ces eaux. Moi, je vous le dis parce que j'ai été victime moi-même d'hypertension pendant des mois. Et je ne comprenais pas parce que je sais que je ne consommais pas des éléments salés. C'est quand je me suis rendu compte, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas normal, cette situation. Je fais du sport, je mange sainement, et je suis en hypertension 18, 19 et 20. Eh bien oui, c'est quand je me suis porté sur l'eau que je buvais. Et là, j'ai compris. Et je sélectionne. Je ne vous donnerai pas de nom, on ne fait pas ni problème. Lisez. Et vous allez vous en rendre compte certaines fois, j'ai des patients qui me disaient, mais je ne comprends pas, je n'ai pas mangé de ceci, de cela. J'ai dit, donne-moi voir ta bouteille d'eau. Et bien voilà, arrête. Ils ont changé et tout s'est renormalisé. Maintenant, je ne dirais pas que c'est que ça qui en est la cause. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors, prendre un bon petit déjeuner, limiter le sel, hein, on le retrouve, limiter le grignotage entre les repas est aussi un facteur de bonne santé. Et ensuite, mais oui, être heureux, sourire. Et il y a une personne que j'aime voir, vraiment, son visage me fait du bien. Et elle regarde l'écran là, je la regarde, elle ne me regarde pas, et c'est très bien qu'elle ne me regarde pas, mais je le lui dis, hein, voilà, Dina. Alors, ça aussi est un élément de bonne santé qui permet d'avoir un état psychique. Mais oui, celui qui n'a pas, on va dire, qui n'est pas heureux, qui a toujours le côté triste, est une personne qui diminue son espérance de vie. Et pour ça, j'ai des exemples, mais le temps est extrêmement court pour y venir dessus. Alors, premier élément qu'on a vu dans les 7 éléments, se reposer adéquatement. Hein, on le dit comme ça. Maintenant, je vais dire, il y a des personnes qu'on sait que physiologiquement, ils n'arrivent pas à dormir 7 à 8 heures, mais qui se reposent correctement parce que ces personnes ont une capacité, le corps ne le demande pas. Mais ils sont peu nombreux. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Ils sont très peu nombreux, ces personnes. Il y en a. Maintenant, il y a ceux qui sont au-delà des 7 à 8 heures, mais ils sont aussi peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Maintenant, il y a ceux qui sont au-delà, ce sont aussi de gros dormeurs. Et dans gros dormeurs, on voit aussi autre chose qui peut apparaître aussi, d'accord? OK? Mais le principe, c'est savoir arriver à un âge on va dire, de maturité. L'individu adulte est entre 7 à 8 heures. Pour le jeune, il en a besoin davantage, voire 9 heures. Pour le bébé, c'est encore beaucoup plus long. Parce que ce temps-là va servir à la maturation, à la croissance, au développement nécessaire pour les cellules. Donc, à chaque temps lié à l'âge physiologique, il y aura un temps de sommeil qui sera adéquat. Ensuite, il faut accorder aussi quotidiennement du temps à la détente. On ne va pas se retrouver à se fâcher et après sauter dans le lit. Il faut un temps de tranquillité. Mais aussi, il faut savoir que ce n'est pas que le temps de sommeil, du sommeil le soir, mais aussi un temps de relaxation dans la journée qui importe pour que le corps puisse être en situation de retrouver vigueur et force. Le repos adéquat. Les personnes qui dorment environ 7 heures par nuit ont une meilleure santé physique, c'est vrai. Mais je dirais aussi le petit ricochet pour les hommes. Aujourd'hui, on constate que l'homme a une déficience dans sa sexualité. Vous savez, cela permet de régénérer aussi le système de la vigueur chez l'homme, dans sa sexualité. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont des troubles de ce genre parce que très peu d'entre eux dorment adéquatement, correctement. Et on peut corriger cela uniquement par cette étape. Il y a aussi physiologiquement des femmes qui ont des troubles aussi relationnels liés parce que dans la maison, je prends l'exemple pratique d'une mère ou bien d'une femme qui est très engagée, qui se retrouve à ne pas avoir le temps d'aller dormir à une période, à un moment correct, parce que la maison, il y a tellement de choses à faire. Il y a les enfants vont mettre les jouets à droite à gauche, le mari va avec ses chaussures, le déposer par-ci et là, elle doit venir pour arranger, et 11 heures du soir arrive, et c'est quand elle commence un peu à souffler, 23h30, et minuit, elle va au lit. Il faut faire attention. Je sais que je décris personne ici, hein.
Oh non, non, des personnes ici, certainement pas. Non, non, non. Je sais qu'ici, toutes nos sœurs vont se coucher à 21 heures. Allez, je suis gentil, à 22 heures. Mais oui, et tous nos frères vont se coucher naturellement très tôt. Ben, oui, très tôt. Ben, oui, à 20 heures, c'est ça, j'ai entendu 20 heures? Je suis sourd d'oreille, je vous embête. C'est important pour renouveler les réserves du corps et permettre que les cellules soient plus vigoureuses. Ensuite, c'est une meilleure santé aussi mentale et émotionnelle dans le repos. Parce qu'en fait, on va développer une capacité d'apprécier l'autre, de développer des relations saines et d'être équilibré. Combien de personnes qui, certaines fois, n'ont pas bien dormi sur plusieurs jours sont irascibles. Ils sont mécontents, ils pensent ça pour qui bitin, mais ils sont fâchés. Comment dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? En pas connaître, mais en colère. Ce sont des éléments, des facteurs, certaines fois, et même dans l'église, on va arriver, on dit, mais je t'ai pas compris, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne sait même pas. Il ne sait même pas. Et notamment les jeunes aussi, il faut faire très attention, chers parents, de leur temps de sommeil. C'est une chose extrêmement importante. Ensuite, des réserves aussi d'énergie et une productivité supérieure. J'en ai parlé tout à l'heure. Cela permet de rétablir des hormones qui vont permettre à l'individu, tant la femme que l'homme, de retrouver vigueur, de retrouver un état physique qui sera optimal. C'est très important. Et un taux aussi de mortalité qui est inférieur, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes qui dorment très tardivement sont des sujets à des AVC, oui, c'est vrai, sont des sujets aux infarctus, des sujets aux crises clastiques dans le sens d'épilepsie, parce que tout simplement, le cerveau n'a pas pu rééquilibrer le taux d'hormones pour les permettre de stabiliser au niveau neurologique. Donc vous voyez, et j'en parle aussi, lié aussi aux accidents, ben oui, de la route. Un taux assez important de personnes qui dorment trop tard. Les effets de la fatigue. Le manque de sommeil est un grand facteur de stress. Il va affecter la santé mentale et physique. Et regardons aussi le mental, c'est-à-dire la mémoire sera affaiblie. On ne va pas pouvoir mémoriser. Certaines fois, les gens vont dire, pour une impression, on va commencer bien, Alzheimer. Mais non, on va dormir, on va poser quoi là. Ensuite, l'émotionnel. On est aussi plus facilement, comme je le disais, embêté, énervé, parce que tout simplement, on a un déficit lié et la fatigue augmentante. Le social, ben oui, les relations entre les personnes, difficulté de s'entendre, de se comprendre sur des sujets extrêmement simples. La productivité aussi, on a moins d'initiative, moins d'efficacité, moins envie de faire des choses. Donc on se retrouve de plus en plus en train de faire marche arrière. Et ce qu'on avait prévu de faire, on le recule. Je ferai demain, mais demain, Capine, un mois, demain devient un an, une année. Et ainsi, on n'arrive pas à réaliser les choses. La sécurité, bien, on se met en danger. L'exemple, c'est la route. L'exemple, c'est aussi pour les professionnels dans le bâtiment, par exemple. Ils peuvent se blesser, se couper un doigt. Tout cela parce qu'il y a un taux de fatigabilité extrêmement important. Et le système immunitaire qui prend un coup parce que l'individu diminue ses capacités intellectuelles, ses capacités visuelles, ses capacités auditives, ses capacités respiratoires, parce que l'individu est dans un état de grande fatigue. Et naturellement, on va apparaître tous les phénomènes qu'on connaît, des personnes qui vont avoir des grippes. On se dit, mais je ne comprends pas. Et ce n'est pas une autre personne qui vous a donné la grippe, vous l'avez contractée parce que votre système immunitaire est affaibli. Mais ce n'est pas tout. Les personnes aussi qui font des allergies. Il y a des fois des allergies qui ne sont pas en lien du tout à un milieu quelconque, mais parce que vous êtes tellement fatigué que votre système immunitaire va choper le moindre petit microbe qui n'aurait même pas été capable de rendre malade un enfant. Et pourtant, vous allez contracter ainsi ce problème et qui va entrer dans votre corps et qui va devoir être combattu après par des traitements. Parce que comme par hasard, étant fatigué, le corps va le recevoir, il va entrer et cet élément déficitaire va pénétrer vos cellules et va envahir et va devenir un élément qui va vivre avec vous. Tout simplement quelques heures de sommeil qui n'ont pas été respectées.
Alors, autre élément, faire de l'exercice physique. Nous connaissons l'intérêt, l'exercice physique. Là, vous avez à l'écran le temps de marche pour la santé, pour le cœur. Sur ce quintile, donc ces 5, on va dire, éléments, comme vous allez vous rendre compte, vous avez le sang. Bon, malheureusement, comme c'est un écran télé, il ne va pas pouvoir le montrer en pointant, mais vous avez le sang qui montre quand la personne ne fait aucune activité physique, mais rien. Donc la personne se retrouve ne pratiquant rien du tout. Le risque d'avoir une crise cardiaque ou un problème cardiaque est avéré, c'est certain. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça veut dire que le risque est augmenté plus. Je pense que vous m'avez compris. C'est extrêmement important. Mais quand on prend celui de 3 heures par semaine, là, c'est au niveau, l'étude a été faite sur 72 000 femmes âgées entre 40 et 65 ans. Et on a pu se rendre compte, 3 heures par semaine permet de diminuer près de la moitié le risque d'avoir une crise cardiaque. 3 heures d'activité physique dans la semaine. 3 heures réduit. Et naturellement, si la personne va au-delà, va encore réduire 5 heures par semaine. Et surtout, la chose essentielle, ne pas faire de la marche-promenade. Comme si on se dit, on va tomber en posant le pied. Non, c'est de la marche vigoureuse. Naturellement, je dis marche vigoureuse, il faut tenir compte de l'âge, de l'état physiologique de chaque personne. L'aspect physiologique ne sera pas la même. Le même pour une personne de 60 ans, de 70 ans, de 80 ans. Mais elle va se donner au maximum de sa capacité pour se mouvoir. OK? Mais la personne qui a 40 ans ne va pas marcher comme celle de 80 ans. C'est à peine si elle lever pied, mais non. Donc, on se rend compte que la capacité d'augmenter son espérance de vie est en lien aussi avec l'âge physiologique. Et l'important, c'est de se rendre compte au fur et à mesure qu'on va augmenter son temps de santé, son temps de vie. Et c'est une chose extrêmement essentielle. Celle qui ajoutait 90 minutes ensuite par semaine en faisant de l'aérobic, donc une autre activité, augmentait aussi leur espérance de vie et réduisait le risque d'avoir un problème cardiaque de près de 60%. Cela veut dire, rien n'empêche à une personne qui pratique régulièrement de la marche, peut aussi mettre une autre activité sportive dans sa vie et va aider à encore diminuer les troubles liés au système cardiaque. Par expérience, j'ai eu une patiente qui souffrait de toutes sortes de maux, de douleurs articulaires, et aussi la tension était très élevée. Et cette dernière, tout en lui disant « va marcher », elle ne voulait pas entendre cela. C'est un jour, son petit-fils est venu de métropole, lui a dit « Mamie, on y va ». Elle est partie. Oh là là, lundi matin, il dit « Ah ben, viens Vincent, quoi. Ah, trop grasé ». Le petit-fils lui a dit « Non, mamie, on y va ». Elle a continué. Et je lui dis « Mais justement, comme tu as fait pour la première fois depuis des années, tu es courbaturé, c'est normal. L'acide lactique est monté au niveau des muscles, dont tu as très mal. Mais au contraire, ne reste pas prostré, ne reste pas immobile, continue, vas-y. » Elle a continué. Mes amis, elle faisait 96 kilos. Au bout de 6 mois, elle est arrivée à 74 kilos. Eh bien maintenant, qu'il vente, qu'il pleuve, et excusez-moi de le dire, qu'il neige, elle fait sa marche. Elle avait près de 12 médicaments. Elle n'en a que 3 aujourd'hui. Son taux de glycémie, qui était toujours dans les 2 grammes et quelques 2,80, est toujours, pas à manger rien, mais tu as envie et tu grossis, pas de problème. En fait, se rend compte que ça a diminué. Elle est aujourd'hui entre 0,80 à 1,20 g de glycémie. Mes amis, mâchez, pratiquez, et vous allez modifier la tension aussi, qui était hyper élevée, à diminuer. Elle n'a plus de traitement médicamenteux. Et je ne sais pas de dire, dis ça au médecin. Et le médecin, finalement, au lieu de chaque fois de appuyer, bouton, imprimer,
tenez vos médicaments, il a dû regarder, ah ben ouais, il y a un truc qui ne va pas, et il a changé. Changer est possible, mais il faut modifier votre manière de faire les choses. L'exercice régulier, dans la plupart des études, l'activité physique régulière est le meilleur facteur de longévité. C'est une réalité. En moyenne, chaque heure d'exercice ajoute 2 heures à votre vie. Vous voulez vivre longtemps et en bonne santé? Parce que le but n'est pas de vivre longtemps et en mauvaise santé, mais de vivre longtemps et en bonne santé. Qu'est-ce que vous devez faire? De l'exercice physique. Les personnes actives sont moins souvent malades, c'est vrai, parce qu'elles sont moins souvent sujets aux changements et variations ou aux atteintes, on va dire, des virus, des bactéries, parce que le système immunitaire est fort et renforcé. Ces personnes aussi ont plus d'énergie, moins souvent fatiguées et vont avoir plus d'entrain pour faire les choses. Vont gérer aussi leur poids avec plus de succès, on l'a vu avec l'exemple de tout à l'heure, et pourront faire face au stress, au mécontentement. Je vais avancer. Bon, là, c'est aussi... cette image vous donne la possibilité de comprendre, quand on fait de l'exercice, qu'on va augmenter son espérance de vie. En fait, le taux de mortalité ajusté à l'âge, toutes causes confondues, sur 9 ans. Cela va montrer quoi? Je vais avancer. Le tableau montre que les plus actifs ont réduit de moitié le risque de mortalité. Plus qu'on sera actif, plus qu'on va faire de l'exercice, on réduit le risque de mourir. Oui, tout à fait. Et l'individu va se retrouver, tant homme que femme, à augmenter son espérance de vie. Sur ce tableau, c'est celui des hommes, mais il en est de même aussi pour les femmes. Vous voyez aussi le taux d'activité modéré va montrer qu'en fonction de l'activité, l'individu va augmenter son espérance de vie et diminuer son risque de mortalité. On continue. Voilà cet élément que je vais y associer. Un jour, je pourrais vous présenter, aller beaucoup plus loin, mais juste quelques éléments. Ici, vous avez l'exemple des chromosomes X, XY. Ces chromosomes, chacun sont reçus de la part de nos parents, et toute personne ici a 46 chromosomes. Mais il y a une particularité. Au niveau de celui que vous voyez qui est un peu tout chétif, tout mince, et qui a 2 bras en haut et 2 jambes, donc, a une particularité. Ce sont ce qu'on appelle les télomères. Les télomères, qu'est-ce donc? Oh là! Reviens, s'il te plaît. On sait que les télomères, au bout de 8 à 10 mois, on peut augmenter ainsi son espérance de vie et l'individu augmente sa capacité de pouvoir faire face aux maladies. On va passer aux maladies. Vas-y. Vas-y. Non, reviens. Merci. Et permettre ainsi d'augmenter son espérance de vie et la qualité de vie. Ce que je voulais vous dire très simplement, c'est la première fois que vous entendez parler des télomères. Mais tout un chacun ici, nous pouvons développer cette cellule que nous avons en nous. En faisant quoi? L'exercice physique. Mais il faut le faire plus d'une demi-heure pour que ces télomères puissent se retrouver à augmenter. Ils augmentent. Et plus qu'ils vont augmenter, plus que vous allez réduire le risque d'avoir une vie courte, le risque de maladie, le risque d'avoir des syncopes, le risque d'avoir des crises cardiaques, le risque d'avoir des AVC, parce que ce système va être un moyen de fluidifier le sang. C'est dans le sang va se retrouver un bon nombre de problèmes de santé, et ces télomères ont la particularité d'apporter des éléments qui vont enrichir notre capacité de longévité, mes amis. Comme je dis ce soir, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il y a eu un animal qu'on a pu faire l'étude, et c'est à partir de cet animal qui a une espérance de vie de 41 ans. C'est une souris. En général, les souris vivent entre 2 à maximum 5 ans. Mais cette souris vit 41 ans. Alors, c'est pour vous expliquer que ce n'est pas des choses au hasard, ce n'est pas du blabla, c'est de la science. Et cette science, aujourd'hui, est utilisée dans le commerce pour, justement, c'est ce qu'on appelle l'acide hyaluronique, qui permet d'augmenter la longévité. Et on pense l'utiliser de plus en plus pour traiter les cancers. Donc, l'exercice physique va permettre d'augmenter ces télomères. Et je passe dessus. Les conseils sur l'activité physique. Chaque adulte devrait cumuler au moins 30, combien? 30
Combien? 30 minutes par jour, minimum. Parce que c'est où qu'on s'est rendu compte, à partir des 30 minutes, que le système immunitaire va augmenter et donner à l'individu toutes les armes et les défenses nécessaires pour réduire les problèmes de santé. All right? Je continue. C'est vrai, j'ai un problème, mais passe pour moi, s'il te plaît. Alors là, on arrive sur les bonnes graisses. L'huile végétale, les bonnes graisses, les huiles végétales non hydrogénées, donc ce sont les aliments riches en lipides, sains, tout ce que nous connaissons déjà, donc les huiles de pression à foie, sont ces huiles qu'il nous faut utiliser. Les huiles, notamment qu'on va trouver aisément, sont des huiles qui ont été chauffées, qui ont été brûlées, et qui sont identiques à l'huile qu'on va mettre dans la voiture. Hein. Je tiens à vous le dire. Identiques, à part que l'huile de la voiture a eu d'autres composants qui vont éviter, parce que c'est des moteurs, mais ce sont des huiles chauffées. Et les huiles non chauffées, qui sont les huiles que vous connaissez, qui sont à procédé mécanique, ou bien les huiles, mais vous connaissez ça, pression à foie, voilà, vous connaissez, n'ayez pas peur, c'est des choses que je vous reprends, sont des huiles qui vont aider et qui vont permettre de diminuer les problèmes cardiaques. Il y a un président, c'était Bill Clinton, qui a subi 5 pontages coronariens. Ce dernier consommait des choses grasses. Il mangeait de toutes les manières. Et vous savez, c'est un médecin adventiste qui lui a permis de comprendre le danger qu'il avait. Alors, depuis Bill Clinton, les présidents se retournent beaucoup vers les médecins adventistes parce qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle un style de vie. C'est la vérité. Et ce dernier, aujourd'hui, est toujours vivant. Longtemps était déjà mort. Il a changé sa manière de vivre, sa manière de manger, sa manière de boire. Et ce monsieur est en vie avec 5 pontages coronariens, mes amis. Sa vie était déjà écourtée et tout était déjà écrit pour lui. Mais il n'a pas été le seul. Madame Clinton aussi a subi aussi des pontages. Elle a changé aussi de style de vie. Vous voyez, ce qui est raconté ici, ce n'est pas du blabla, ce sont des vérités qui doivent nous permettre de prendre conscience qu'il faut changer de manière de se nourrir. Et l'huile, enlevez les huiles chaudes, les huiles, on va dire, industrielles, pour changer, pour améliorer votre état de santé. Dernière chose encore, je vais donner, j'ai une patiente qui avait toujours des douleurs au niveau des jambes. Tout le temps, se plaignait. Je suis allé dans sa cuisine pour aller prendre pour elle une cuillère et j'ai vu l'huile. Je lui ai dit, mais tu prends ça? Ah non, l'on met dans ça. On dit citron, ma fille. Avec petit brin sel, ma fille. On met ça en salade. Je lui ai dit, oui, mais regarde aujourd'hui ton état. Tes veines sont augmentées. Tu dois aller faire encore des examens. Change. Elle a changé. Pas vous-même. L'huile d'olive, j'ai dit, fais l'expérience. Au bout de 2 mois, elle s'est rendue compte qu'elle avait amélioré son état de santé et qu'elle arrivait à aller plus loin. On appelle ça le périmètre de marche. Elle avait augmenté son périmètre de marche. Au bout de 6 mois, elle avait laissé la canne tomber. Et au bout de 8 mois, il dit, pardonnez-moi, il dit qu'il n'est là pas, non, Mes amis, c'est pour vous dire qu'en changeant certaines choses dans nos habitudes, nous changeons réellement et augmentons notre espérance de vie et notre santé. Là, vous avez l'exemple sur cette image, de ce qu'on appelle, on va dire, une artère qui est carrément sclérosée, bouchée, avec un tas de gras. Ce sont ces éléments, sur des années, qui vont se poser et qui vont créer justement on va dire, un blocage au niveau de ce qu'on appelle l'artère luminaire. L'artère va se retrouver être bouchée de plus en plus, et de plus en plus, il va avoir moins en moins le passage du sang. Donc le sang sera de moins en moins fluide, il va être plus visqueux. Donc le risque d'avoir des attaques, des AVC, des troubles liés au fonctionnement de nos artères est lié à ce que nous allons lui amener. Et il faut certaines fois des années pour arriver à ce stade. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des jeunes de la vingtaine, de la trentaine qui font des crises cardiaques.
qui se retrouvent à avoir des abouchements de leurs artères. Tout simplement parce qu'il y a certains aliments, parce qu'ils ne pratiquent pas de l'activité physique et ils sont trop souvent immobiles. Je vais passer dessus. Ce qu'on sait aussi, c'est que les personnes qui consomment des oléagineux vont se retrouver à améliorer l'état de santé. Parce que dans les oléagineux, vous avez des éléments, certaines huiles, qui vont permettre de lubrifier au niveau de nos artères, de nos veines, et qui vont rendre ainsi plus flexibles et éviter l'écrasement, l'éclatement. Alors, on comprend bien l'intérêt pour nous de consommer ces oléagineux. Là, vous allez avoir des exemples qui vont traiter les maladies cardiaques. Et les oléagineux, vous les connaissez, les amandes, les noix de cajou, noix du Brésil, vous les voyez, ils sont extrêmement nombreux et vont avoir un effet bénéfique sur vos artères et un effet bénéfique pour éviter et de diminuer les risques de crise cardiaque. On sait qu'une personne qui en consomme régulièrement tous les jours va se retrouver à se protéger des artères. Voilà des exemples aussi de bonnes graisses. Les huiles végétales non hydrogénées, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout à la base industrielle, les huiles de colza, de soja, d'olive. Donc toujours on parle des huiles procédés mécaniques, des huiles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à foie, première pression à foie. Donc ces huiles-là sont nécessaires, donc vous pouvez les utiliser. Mais attention, il ne faudrait pas qu'une bouteille d'huile d'olive puisse vous faire 15 jours. Pas parce que c'est bon, on va aller en consommer. Diminuer les fritures, d'accord? Ensuite, manger plus de pain et de céréales. Au moins 3 portions par jour. Parce que ces éléments qui sont contenus dans le céréal sont riches en éléments fibreux. On sait qu'aujourd'hui, que les céréales complètes, que vous connaissez, sont riches en éléments fibreux. Une personne qui n'en consomme pas, le risque d'avoir une congestion, un problème cardiaque est augmenté. L'étude qui est faite ici, c'est sur plus de 72 000 femmes, sur un suivi de 12 ans, en disant que ces femmes qui n'ont jamais consommé se sont retrouvées des candidates pour un risque important. Toutes les femmes, ici confondues, ensuite celles qui n'ont jamais fumé, se retrouvaient à avoir un risque de congestion. Mais quand ces femmes utilisaient donc des céréales complètes, des aliments complets, même celles qui utilisaient une fois par jour, et surtout celles qui utilisaient 3 fois par jour, se prémunissaient pour éviter le risque mortem. Même celles qui fumaient. Alors vous voyez, même le fait de fumer, mais de consommer des aliments riches en fibres, peuvent vous éviter et diminuer le risque de maladie. Mais attention, je ne vous ai jamais dit d'aller fumer et de dire en fumant, on va se prémunir en consommant des éléments fibreux. L'objectif, c'est de comprendre l'intérêt de consommer ces éléments riches en fibres qui permettent d'éliminer, de diminuer et de ralentir le risque mortem de congestion. Alors, choisissez une variété de céréales. Vous avez le pain complet, les pains multicéréales. Donc, vous les connaissez un peu, déjà un petit peu. L'orge. Mais je voulais juste vous dire, on a aussi nos aliments complets sur place. Ils sont bons. Ah ouais, vous avez le fruit à pain. C'est bon ça. Qu'est-ce que vous avez encore? Ah, manioc. Et encore? Pardon? Ah, Tine. On a le grand nez aussi. Les poteaux. Mais oui, les patates. Igname. Nous avons beaucoup de tubercules. Il faut les utiliser aussi. Pas cracher en l'ail. Et on peut les faire de différentes manières, à différentes sauces. Et ainsi se retrouver à augmenter aussi notre espérance de vie. Et vous savez, tout ce qui vient de la terre sont des aliments complets. Je continue. Ensuite, l'élément 5, atteignez, conserver un poids sain. Là, on est dans l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire au niveau on va dire de l'enveloppe, pour faire très court et très simple. Nous avons aussi le tour de taille pour l'homme est de 94 cm et pour la femme de 89 cm. Ce sont, on va dire, des normes. Je continue. Nous allons aussi rapidement nous rendre compte que ici, vous avez un exemple qui est donné sur la taille, sur la hauteur. Si vous vous retrouvez dans cette tranche, vous avez une idée un peu
de là vous devez vous situer dans l'indice de la masse corporelle, c'est-à-dire de votre poids. Si vous êtes dans un poids normal, dans un poids moyen ou dans un poids en danger. Ici, vous avez l'indice de masse corporelle 20, entre 20 et 22, qu'on reconnaît que c'est impeccable, c'est une bonne chose. À partir de 25, vous commencez à augmenter et en dépassant 25, vous vous retrouvez à l'indice de masse corporelle de 30. Donc, regardez un peu votre taille et vous allez avoir une idée un petit peu sur votre poids et ensuite sur l'indice. Et cet indice va rendre compte si vous êtes en surpoids. On sait que lorsque la personne a un indice de 30, c'est du surpoids. Et dépassant 30, en arrivant vers 35, on est dans l'obésité. Et dépassant 35, on est dans le risque mortel. On appelle ça l'obésité mortelle. Le terme ne me revient pas, mais oui, parce que déjà, nous sommes déjà dans le morbide hein, quand on arrive à 35. Hein. C'est le risque est déjà assez important. Mais la mortalité est beaucoup plus importante quand on dépasse les 35. Donc cet exemple vous est donné. Vous allez pouvoir le regarder. Je vais changer d'image. Donc ça vous donne une idée, en fonction de votre taille, de là où vous devez vous situer. De même aussi par rapport à la tour de taille. C'est important parce que ça permet de se rendre compte du risque, on va dire, qu'il puisse y avoir du syndrome inflammatoire. Donc ce sont des éléments qu'on va pouvoir revoir une prochaine fois. Là, vous avez l'exemple. En bleu, vous avez les personnes atteintes de maladies cardiaques, d'hypertension, de vésicule biliaire et de diabète. Ce qu'on se rend compte, c'est que le surpoids et le risque sanitaire sont liés. La personne qui se retrouve à avoir un indice de masse corporelle correct, on va dire, entre 22, 23, cette personne, même étant malade, ayant un problème cardiaque, va pouvoir avoir une espérance de vie augmentée, uniquement par rapport à son poids. Mais la personne qui sera en surpoids, donc un indice 30, se met davantage en danger, uniquement en considérant le poids. Et quand il y a dessus se greffe un problème de santé, ici, c'est une maladie cardiaque, le risque est augmenté. Et surtout celui qui est le plus important, qui aujourd'hui fait décrier les problèmes chez les personnes malades, c'est le diabète. Parce que le diabète associe un ensemble, à la fois les problèmes cardiaques, à la fois l'hypertension, à la fois les problèmes ophtalmiques, à la fois les problèmes au niveau des reins. Alors on comprend bien que l'important, si la personne est diabétique, il faut réduire le poids pour réduire les risques. Et si l'individu est en surpoids, il augmente ses risques de développer des polypathologies qu'on appelle aujourd'hui des comorbidités. OK? Alors vous voyez l'importance de réduire le poids. La bonne nouvelle, si vous devez perdre du poids, même une petite baisse de 4 à 6 kg, c'est très bien. Le taux de glycémie sera amélioré. Et ça, je l'ai vu avec des patients. Et j'ai même eu des patients qui sont sortis sous l'insuline et qui sont sortis même sous les comprimés parce qu'ils ont réduit leur poids. Ils ont réduit vraiment de manière significative et ont amélioré ainsi leur santé. La tension artérielle, la réduction donc est significative au niveau sanitaire. Le but d'être actif. Une chose importante, si vous ne pouvez pas devenir mince, mais au moins pratiquer de l'exercice. Et c'est le message, je pourrais dire, il ne faut pas se focaliser sur les personnes qui ont un volume de corps plus important. Ces personnes, même si vous n'arrivez pas, mais pratiquez une activité pour que vos cellules soient revigorées, pour que votre sang soit plus fluide, pour que vous arriviez à diminuer ainsi le risque de mortalité sûr. L'activité physique va contrecarrer la plupart des problèmes de santé liés au surpoids. Ensuite, choisissez les bons aliments. Bien sûr, ceux qui sont de basse calorie, nous le voyons, les légumes frais, les légumes et salades, les produits laitiers sans gras ou pauvres en gras. L'idéal serait de prendre pas de produits laitiers. Il faut le dire, pas de produits laitiers. L'idéal, vraiment l'idéal, il faut être clair dessus. Mais c'est un message qui est préparé aussi pour les personnes pour faire une transition. Parce que le but ici, c'est de faire une transition et d'arrêter définitivement le lait. Le lait est un élément pernicieux et dangereux, mes amis.
parce qu'il est contenu tellement d'éléments là-dedans, d'hormones, vous n'imaginez pas le danger. Vous devez choisir aussi des aliments complets, le pain complet, des céréales complètes, le riz complet, mais bananes, fiapin, zynium. Eh bien oui, ce sont des éléments complets, je vais toujours le dire. Et ainsi, un principe de gestion du poids. Éviter les régimes d'amaigrissement intensif. On va commencer, puis après c'est du yo-yo. Après, on retombe dans cette même pratique. Choisissez des aliments pauvres en graisse animale. Réduire la consommation de graisse animale. Et voire même de l'arrêter qui va vous permettre d'augmenter votre espérance de vie. Réduire ensuite les desserts, les casse-croûtes. Hein, des fois, on aime à se dire, ah non, après avoir mangé, il faut que je prenne un petit dessert parce que non, là, ça prend qu'il est trop stressé. Là aussi, mes amis, il faut réfléchir. Le dessert d'éléments, par exemple des glaces, c'est pas bon pour la santé. C'est mauvais. Et si vous en consommez peut-être une fois par semaine, mais ne trouvez pas systématique d'en consommer parce que j'ai mangé et ça va me permettre de digérer. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça ne permet pas systématiquement la digestion. Cela va encrasser, ralentir la digestion. Le mieux, en dessert, fruité, c'est de consommer avant, laissant un temps, et après vous allez commencer votre temps de repas. Mangez plus de fruits et de légumes, 5 portions par jour, c'est ce qui est recommandé, et choisissez des aliments complets. On continue, le principe de gestion du poids, ne sautez pas de repas, vous aurez envie de vous empiffrer, consommez quelque chose, mais vous pouvez lutter après contre l'envie de manger. Mangez un bon petit déjeuner, un déjeuner modéré et évitez les grignotages, notamment le soir. C'est le soir qu'on a envie de grignoter des choses. Et des fois, la nuit, le cerveau te dit « j'ai faim ». T'as pas faim. C'est un message, un faux message qui est envoyé pour t'inviter à aller manger. Mais en fait, tu vas te mettre en danger. C'est ce qu'on appelle la gréline. Il ne faut pas aller sur cette hormone-là. Il faut lutter. Et si vous voulez lutter, buvez de l'eau. Chaque fois que vous allez avoir envie de manger, et vous savez, vous avez déjà mangé, buvez de l'eau, consommez de l'eau, et ça va commencer à diminuer la satiété. Soyez physiquement aussi plus actif. Le fait d'être plus actif va diminuer l'appétence, l'envie de consommer, de manger. Reposez-vous convenablement, gérez le stress, faites-vous aider par quelqu'un, un ami, pour avoir la force mentale et physique de faire face. Vas-y, avance. Ensuite, mangez plus d'aliments et de végétaux. On continue. Là, c'est sur les consommations de fruits et légumes. Je vais passer, le temps est extrêmement court. Cela montre que lorsqu'on va consommer des fruits et des légumes, on va diminuer les risques cardiaques. Parce que dans les fruits et les légumes, vous avez des éléments lipidiques, vous avez des éléments nutritifs, vous avez des éléments qui sont les fibres qui vont intervenir et avoir une action favorable et positive qui vont permettre ainsi le cœur d'être mieux lubrifié et de pouvoir permettre au sang d'avoir une fluidité pour éviter ainsi les problèmes de santé. Là, je fais un petit hiatus rapidement sur la dépendance au tabac. Normalement ici, nous sommes censés ne pas être des fumeurs. Mais s'il y a parmi nous des fumeurs, le danger, il est important. Fumer est la seule et la plus grande cause de mort prématurée que l'on puisse éviter. Ce qu'il faut savoir, une personne qui fume est une personne qui réduit son espérance de vie. Aux États-Unis, il y a des études qui sont réalisées, ainsi qu'en France, qui montrent que ce sont des décès prématurés. Un fumeur perd 1 jour de sa vie tous les 8 jours qu'il fume. Alors, vous comprenez l'impact et l'intérêt de ne pas commencer à fumer. Fumer augmente le risque de maladies cardiaques, de cancer, de congestion, d'emphysème au niveau des poumons. Chaque fois que vous allez fumer, vous allez augmenter un problème de santé que vous avez déjà. J'ai l'exemple là de patient que je l'ai en pansement. Ce dernier avait un problème de cicatrisation. Et je l'ai invité à faire l'effort de diminuer, parce que ce dernier fumait, comme on dit, de bout en bout. Voilà, de bout en bout, de bout en bout. Avec une seule allumette, il pouvait fumer toute la journée. Il a fait l'effort, et aujourd'hui, il arrive à une cicatrisation de sa plaie. Mais il arrive aussi à une amélioration de son diabète. Et je peux vous dire aussi, il arrive aussi à une amélioration aussi de d'autres éléments, on va dire, de sa virilité, parce que ce dernier avait perdu une certaine virilité. Alors, vous comprenez l'intérêt qu'il y a de ne pas fumer. Et cela permet ainsi
d'augmenter l'espérance de vie. On va passer. Donc le tabac est un élément qui effectivement nuit à la santé. On passe. La bonne nouvelle, ce sont ceux qui arrêtent de fumer, quel que soit leur âge, vont vivre plus longtemps que ces personnes qui fument. On continue. On continue. L'alcool. L'alcool aussi est responsable de 100 000 morts par an, d'hypertension, de suicide, d'homicide. Notamment en Guadeloupe, c'est un grand fléau dans les accidents. Et si jamais on en consomme, il faut limiter les boissons alcoolisées. Mais le principe, mes amis, c'est de savoir que tous ne sommes pas identiques dans la prise de la boisson liée à l'alcool. Il y a un message que l'Organisation mondiale de la santé faisait passer il y a ça quelques années, que le fait d'utiliser 1 à 2 verres de vin par jour permettait au système cardiaque de se régénérer, mais ils se sont rendus compte que, en fait, il y a les polyphénols qui sont contenus dans le vin. Mais ces polyphénols ne sont pas des polyphénols naturels parce qu'ils ont été modifiés, parce qu'ils sont de nature, on va dire, qui ont été, l'alcool, le vin, il est, le terme échappe, pardon? Fermenté, voilà, à cause de sa fermentation, qui fait que le polyphénol contenu n'est plus un élément naturel. Et je parle ici à un scientifique, à Daniel. Ce n'est plus la même chose. Il y a du polyphénol, mais qui n'est plus le même. C'est comme dans l'huile. Vous avez, au départ, vous avez la graine, effectivement, qui sera écrasée, qu'on va faire chauffer. Ce ne sera plus les mêmes éléments qui seront contenus. Ils ont été modifiés. Et l'OMS maintenant reconnaît qu'ils vont plus vers le fait d'inviter les gens à ne pas en consommer dès qu'ils le peuvent pour augmenter leur espérance de vie. L'alcool est un véritable danger, même à petite dose. Et ne prenez pas exemple sur certaines personnes qu'on connaît qui consomment tellement d'alcool et quand on leur fait une radio, ils n'ont aucun problème. Je ne suis pas l'autre. L'alcool est un fléau et je vais continuer. Les drogues aussi, évitez toutes les drogues. Je vais continuer. Et là aussi, c'est un élément extrêmement important parce que cela génère chez les jeunes des problèmes de santé majeurs, mes amis. Et nous avons dans l'Église de ces jeunes qui s'adonnent à la drogue. C'est un fléau qui détruit et qui crée une discorde et qui conduit à une perte totale de la capacité mentale et d'entrer dans des pathologies psychiatriques connues telles qu'on a les schizophrènes. Certains deviennent schizophrènes, pas parce qu'ils le sont, mais parce que la drogue modifie les éléments cellulaires neurologiques. Et certaines fois, ils sont irrécupérables. Mais la prière est un élément fondamental que nous verrons une autre fois comment Dieu peut agir. Ensuite, 3 pratiques supplémentaires de mode de vie sain, et je vais vous laisser sortir. Boire 1 litre d'eau par jour, mes amis. C'est important. Justement, il faudrait tout à l'heure en sortant que j'en boive. Ensuite, prendre de bons petits déjeuners, limiter le sel, le grignotage. On continue. C'est bizarre. Voilà. Être heureux, c'est aussi un élément au niveau neurologique, au niveau psychologique et au niveau des relations et de la spiritualité. Le petit déjeuner. Il faut prendre un petit déjeuner. C'est important parce que cela va nourrir le corps, va améliorer l'attention, l'apprentissage. Et cela, pour les jeunes, c'est très important, ainsi que pour les adultes. Je continue. Je n'arrive pas. Voilà. Il faut éviter le coup de barre, la mi-journée, parce que certaines fois, quand vous ne consommez pas, vous allez arriver à une hypoglycémie, parce que vous n'avez rien mangé. Cela va aussi vous éviter le grignotage d'aliments. Des fois, on se dit, moi, je ne mange pas le matin parce que je n'ai pas le besoin. Et vers les 9h, 10h, vous allez grignoter. Je ne mange pas grand-chose, moi. Juste une petite barre céréalière. Ce n'est pas grand-chose, hein. Si, c'est énorme en calories. C'est énorme en calories. Donc, en pensant que si je ne mange pas grand-chose, que je vais pouvoir maigrir, non, parce que vous allez consommer des éléments sucrés, et ces éléments sucrés, quand on va les calculer, vous allez être au-delà du nombre de calories par jour, soit pour un homme, pour une femme. Vous imaginez, il y a des gens qui sont à plus de 5000 calories par jour. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Comment voulez-vous perdre du poids? Et ensuite, on va aller voir ces personnes. Ce n'est pas une caricature méchante, mais qui vont se dire, je vais prendre une pomme. Mais si vous avez pris
plus de calories qu'il en faut dans la journée. Et prendre votre petite pomme, ce n'est pas la petite pomme qui va vous faire mincir. C'est important. Je continue. Ensuite, les repas réguliers. Il faut manger de manière à heure régulière, si possible. Le grignotage habituel, il faut le limiter. Les encas, certaines fois, sont généralement riches en gras, sel, sucre et sont pauvres en fibres, en vitamines. Ce sont ces petits éléments qu'on va prendre dans le sac pour se dire, j'ai un petit creux, je prends. Il faut limiter ça et voire même l'annuler. Les encas remplacent trop souvent des aliments qui sont nutritifs. Il faut consommer des éléments naturels qu'on a vus et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure, vous allez limiter votre risque d'être en mauvaise santé. Pratiquez donc, pour avoir une longévité, il faut pratiquer, avoir un style de vie pour que votre santé et votre longévité soient réalistes. Là, je vais résumer. Les personnes qui avaient de moins bonnes habitudes de santé vivaient 10 à 12 ans de plus que celles qui n'en avaient pas. Si vous avez de bonnes habitudes dans votre manière de vous nourrir, dans votre manière de pratiquer un sport, dans votre relation les uns avec les autres, vous augmentez de 10 à 12 ans votre espérance de vie. Mais vous l'augmentez en étant en bonne santé. C'est ce qu'il faut voir. Ensuite, il faut adopter un mode de vie sain. N'importe qui pouvait ajouter 5 années de plus et peut le faire à sa durée de vie. Ceux qui avaient un mode de vie sain avaient un niveau de santé comment? 20 à 30% plus jeune que ceux qui n'avaient pas un tel mode de vie. Cela veut dire aussi que lorsqu'on acquiert toutes ces capacités, ces qualités, on va vieillir physiologiquement moins vite. On aura un aspect plus jeune. Et il y a des personnes dans notre église qu'on se dit, mais un tel, mais qui l'a béjouvant souffrant? Je vais passer sur ces éléments. Voilà, les meilleurs facteurs de longévité pour l'homme, c'est un haut niveau d'activité physique. Mangeait des oléagineux régulièrement, on l'a vu tout à l'heure. Avait une alimentation basée sur les végétaux. Maintenait un poids sain. Pour la femme, on va le voir là, un haut niveau d'activité aussi physique pour la femme, maintenir un poids sain, une alimentation basée aussi sur les végétaux et qui mangeait des oléagineux régulièrement, 5 fois par semaine. Ensuite, les personnes qui avaient une activité physique régulière et modérée avaient plus de fruits et de légumes aussi dans leur alimentation, limitaient leur consommation de viande, extrêmement importante, parce que la viande est un facteur qui est dangereux, qui va ralentir, diminuer l'espérance de vie, et qui mangeaient des oléagineux. Donc, ça permet dans les oléagineux de trouver des protéines qui vont nous aider à ne pas avoir besoin de manger d'éléments carnés, donc de viande rouge, ou voire même aussi de viande blanche. Ces personnes vivaient 10 ans de plus que celles qui se retrouvaient être en surpoids, qui étaient sédentaires et qui consommaient régulièrement de la viande et des aliments gras et qui mangeaient moins de fruits et de légumes et mangeaient rarement des oléagineux. Tout ça pour vous dire que si on veut augmenter son espérance de vie, il faut maintenir un poids sain. Et vous pouvez vivre plus longtemps si vous pratiquez ces éléments qui vous ont été présentés. Ce soir, je vais terminer. Vas-y. Sur ce texte, je reviens. Reviens s'il te plaît. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront quoi les jours? Et ensuite, les années de ta vie, et ensuite, ils augmenteront ta paix. Vous savez ce qu'il veut dire par la paix? Quand on est malade, on n'est pas dans une quiétude. On est dans un stress. On vit très mal. Et la maladie est encore un facteur qui va augmenter les troubles de santé. Ce texte est approprié pour nous permettre de prendre conscience que Dieu nous a donné des messages, que les scientifiques sont en lien avec le message contenu dans le livre de la Genèse sur l'alimentation, que nous devons garder ces éléments pour que notre vie soit nettement améliorée. Je vous dirais, mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et que vous sachiez que ce style de vie doit rentrer dans une démarche habituelle et doit se retrouver chaque jour comme un élément qui va venir pour augmenter votre désir de développer une relation les uns avec les autres, pour limiter les risques de pathologies que certains d'entre vous avez, et aussi des pathologies que vous risquez d'avoir.
Parce que certaines fois, nous sommes déjà malades, mais nous n'avons pas encore déclaré la maladie. Alors, pour éviter tout cela, il faut changer de manière de boire, de manger, les relations sociales, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques reconnaissent que les émotions sont premiers facteurs qui vont modifier nos problèmes de santé. Alors, que Dieu vous bénisse, que vous mettiez le cœur à l'ouvrage pour modifier ces choses. Et vous allez voir que votre longévité, votre espérance de vie sera en lien avec votre physique, avec votre relation, votre sociale, mais aussi dans votre relation spirituelle avec Dieu et avec vos frères. Amen.